Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de mon tarot préféré de tous les temps, celui que j'étudie depuis des années. On va parler, bien évidemment, du tarot de Thoth. J'en ai 3 versions. Et celui-ci, c'est celui que je vais découper pour avoir juste les images centrales. Et j'adore le Thoth, bien évidemment, que j'ai acheté un Thoth mini. J'avais pas la version mini, justement parce que je voulais un jeu qui puisse tenir dans mon sac à main, qui soit léger, parce que ceux-là, ils pèsent quand même leur poids. Pour les transporter, c'est pas simple. Et j'ai trouvé celui-là en petit format. Je crois que les cartes sont un peu plus petites que les cartes standards. Et il est en français. Et donc, du coup, nous allons aujourd'hui faire le unboxing de ce tarot de Thoth et je vais te parler évidemment du tarot de Thoth dans tout ça. Je vais te parler du tarot de Thoth, mais il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Forcément, je vais pas pouvoir tout dire. Enfin, j'ai pris quelques notes. J'espère ne pas oublier. Alors, le tarot de Thoth a été conçu par le célèbre philosophe occulte Aleister Crowley, né en 1875 et décédé en 1947, et Lady Frida Harris, qui est née en 1877 et morte en 1962. Ils ont dessiné ce tarot, ils ont créé ce tarot pendant 5 ans durant la Deuxième Guerre mondiale de 1938 à 1942. Donc, faut savoir que c'est Lady Frida Harris qui a été présentée à Thoth, n'importe quoi. Alors, il y a un petit livret dans ce jeu avec juste les définitions des cartes. Donc, Lady Frida Harris a été présentée à Aleister Crowley. Elle était déjà de la franc-maçonnerie, me semble, anglaise. Et elle étudiait la géométrie projective avec des disciples de Rudolf Steiner, les anthroposophes. Et du coup, elle était intéressée par tout le concept de la téléma. Je vais en parler tout à l'heure d'Aleister Crowley. Et elle a proposé à Aleister Crowley de dessiner le tarot de Thoth et à Aleister Crowley d'écrire le livre de Thoth qui est là-bas. Je te montrerai tout à l'heure le livre de Thoth. Et donc, il n'était pas très très chaud au début. Et à cette époque-là, Aleister Crowley n'avait plus trop de thunes. Il était un peu ruiné. Il a proposé une pension de deux livres par jour pour lui enseigner ce qu'il savait sur la magie et pour écrire le tarot de Thoth et pour qu'il lui donne les instructions pour dessiner le tarot de Thoth. Du coup, il a accepté. Le projet devait durer 6 mois. Il a duré 5 ans. Voilà, donc on a un beau travail de créativité de Lady Frida Harris et de Aleister Crowley sur... hop, je vais y arriver. J'adore déballer les jeux. Oh, oh, il sent le chi. Oh, il sent... Putain, il sent les produits chimiques. Ouf. On dirait un médicament. Bref. Le tarot est magnifique. Il est tout petit. Comme ça, il tient dans ma petite main. C'est génial. Donc, en fait, si tu veux, on a un travail comme ça de Lady Frida Harris. C'est de l'aquarelle, en fait. Un travail de géométrie projective. Donc on le voit bien hein, dans toutes les cartes, il y a vraiment un travail de géométrie. Peut-être pas dans l'impératrice, mais je vais te montrer par exemple cette carte-ci. Donc le tarot de Thoth, c'est un tarot de 78 cartes, bien entendu, comme le tarot classique. Il a repris
la classification du tarot classique, sauf qu'il a changé quelques cartes. Il a changé le nom de quelques cartes. Le magicien qui est devenu le mage. On a la grande prêtresse qui est devenue la prêtresse tout court. Qu'est-ce qui a changé encore comme nom? On a l'impératrice, l'empereur, les beaux se hiérophants. Donc voilà, on voit vraiment le travail de géométrie. C'est pas la plus impressionnante des chariots. Et donc on a un tarot qui est bourré de symbolisme ésotérique. Là, tu vois, par exemple, on a deux chevaux, un avec des pieds de lion, l'autre avec des pieds d'oiseau, de sphinx, avec des têtes égyptiennes comme ça. Hop, est-ce que ça va faire le mise au point? Voilà, donc ah, il sent vraiment pas bon. Oh, je vais le laisser aérer dehors cette nuit, enfin dehors, sur la terrasse. Donc voilà, là c'est encore une carte qui a changé de nom. C'est plus la justice, mais c'est la grande prêtresse. Non, c'est ouh là là, c'est la carte de l'ajustement. Et si tu veux, on a aussi beaucoup de figures du panthéon égyptien. Donc là, on a la mat, par exemple. Elle est magnifique, cette carte de... Le tarot est en lui-même magnifique. On a des couleurs qui sont des couleurs correspondantes aux correspondances de couleurs de la Golden Dawn sur l'astrologie et sur la Kabbale, par exemple. On a le rouge, c'est pour Mars, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est la carte du pendu. Et donc, on a sous les cartes les correspondances astrologiques. Donc, le pendu, par exemple, correspond à l'élément eau. Aujourd'hui, on dirait qu'il correspondrait à Neptune. Mais ces planètes-là, alors, dans le tarot classique, ne sont pas représentées Uranus, Pluton et Neptune parce que ce sont des planètes qui ont été découvertes récemment. Mais aujourd'hui, on fait la correspondance de Uranus, par exemple, avec la carte du fou, que je n'ai pas vue d'ailleurs. Elle est où la carte du fou? Ça va être la dernière carte du jeu. Elle n'était pas au début du jeu, elle est peut-être à la carte 22. Ouais, c'est ça. Ils l'ont placée à la carte numéro 22. Donc. Et donc, si tu veux, Aleister Crowley, c'était un jeune homme friqué. Hein. Il est né dans une famille très riche de brasseurs en Angleterre. Et ses parents étaient des fervents catholiques qui faisaient partie d'une secte qui s'appelait les Frères Plymouth, une secte protestante, pardon. Ils étaient des fervents chrétiens et les parents étaient à fond dans la religion et ils l'ont assommé pendant toute son enfance de dogmes chrétiens. Et quand il a grandi, il s'est un peu rebellé. Et sa mère l'a même appelé la bête 666 tellement il se rebellait fort contre la religion. Il a été malade pendant toute son enfance. Il a failli en mourir d'ailleurs. Et quand son père est décédé, lui et sa mère sont partis à Londres chez le frère de sa mère, chez son oncle. Et si tu veux, lui aussi, chrétien chevronné, voilà, ils l'ont maltraité. Et en plus, encore dans la religion chrétienne, ce qui a amplifié sa haine contre le christianisme, si tu veux. Ce qui a fait que quand il a grandi, en fait, le garçon, il s'est tourné vers toute autre chose. Et il était fasciné au début par l'alchimie, puis la magie. Il a étudié à Cambridge. À Cambridge, il a commencé à écrire des poèmes un peu érotiques. Il fréquentait beaucoup d'hommes et de femmes, voire des prostituées. Il explorait beaucoup de choses. Il était très borderline comme personne. D'ailleurs, je vais pas te faire toute la biographie d'Aleister Crowley ici, c'est pas le sujet. Mais en fait, c'est un garçon qui était jeune, très rebelle, et en fait, il a fait des choses, il a eu des actes un peu controversés. Il a eu une vie, comment dire, il était à fond dans la magie, dans l'occultisme.
Il avait de la thune, donc il a beaucoup voyagé. Il a passé beaucoup de temps à étudier la magie, à pratiquer la magie. Il est allé en Chine, en Inde et en Asie. Il a étudié l'hindouisme, il a étudié le taoïsme, le I Ching. Il a fait beaucoup de choses. Hein. Il est devenu un maître yoga, la méditation. Il a touché un peu toutes les disciplines. Il était hyper curieux et hyper, comment dire, discipliné dans sa pratique. Donc voilà. Donc il a rencontré, dans ses voyages et tout, il a rencontré Cécile George, qui a compris en fait que le garçon était passionné par l'alchimie et la magie. La carte de la tour, elle est sublime cette carte de la tour. Elle est très feu avec les couleurs. Je te parlais du rouge, orange de Mars. La carte de la tour, elle est régie par Mars, par la planète Mars, la planète du feu, de la guerre et de l'action. Donc, il est rentré à la Golden Dawn très très tôt, en 1898, et il a pratiqué la magie. Et la magie, en fait, il a été influencé par la Golden Dawn tout le long de sa vie, tout le long de sa pratique magique. Je te passe la suite. Il a épousé Rose Kelly, la sœur d'un de ses amis. Regarde là, on voit vraiment la géométrie projective là. Il y a vraiment une maîtrise de la géométrie. Il y a un truc qu'elle savait pas faire par contre, Lady Frida Harris, c'est peindre les visages. Je suis désolée, j'ai pas du coq à l'âne. Elle savait pas peindre les visages, donc elle évitait de peindre les visages. D'ailleurs, tu regardes bien la carte enfin, quand elle a un visage à peindre, c'est pas terrible. Mais on va pas s'attarder dessus parce que le reste est vraiment extraordinaire. C'est une artiste hors pair. Et en plus, elle a bossé vraiment d'arrache-pied pendant 5 ans avec Aleister Crowley. Étant donné que c'était la guerre, il travaillait beaucoup par correspondance. Parfois, ils arrivaient à se voir, ils arrivaient à se croiser pour bosser ensemble. Donc, je te disais que Aleister Crowley est rentré à la Golden Dawn et donc en 1904, il a épousé Rose Kelly. Et c'est là, en fait, que l'histoire va commencer je ne sais pas si tu as entendu parler du livre de la loi. C'est le livre qui a été dicté par son saint ange gardien après une cérémonie qu'il a faite au Caire. Et en fait, c'est sa femme Rose Kelly qui a canalisé cet esprit-là. Il a écrit le livre de la loi et c'est là en fait la base de sa philosophie. Sa philosophie qui vraiment transpire dans son tarot. Et sa philosophie, c'est fais ce que tu veux, ceci est la loi, euh, fais ce que tu veux, ceci est la loi, l'amour est la loi. Voilà. Donc en fait, ce truc de fais ce que tu veux a été vachement controversé parce que des gens qui aiment pas Crowley ou qui aiment Crowley même disent qu'en fait fais ce que tu veux, c'est un peu les principes de Satan, de faire ce que tu veux et de devenir borderline, quitte à tuer les gens, quitte à faire n'importe quoi. Alors que non, la philosophie de Crowley le dit très bien, que il explique un petit peu dans son livre, fais ce que tu veux, ceci est la loi, mais tu le fais dans les principes de l'ordre divin. Ta liberté s'arrête où celle des autres commence, tu vois. Et vraiment, ce livre de la loi va lui dicter les principes de la téléma, de sa religion. Et aussi, son tarot parle de la téléma. Dans son livre de la loi, il parle aussi du nouvel éon, de l'éon d'Horus. L'éon dans lequel l'humanité est rentrée au début du XXe siècle. C'est une humanité où l'humain serait plus libre, l'humain serait plus préoccupé par sa croissance personnelle, sa liberté personnelle et son éveil spirituel que par les choses de Dieu. Le principe, c'est vraiment de faire selon sa volonté, faire selon sa volonté dans la limite, bien sûr,
du raisonnable, faire selon sa volonté et ne pas se faire selon sa volonté, ne pas se faire dicter la volonté de Dieu, voilà, vraiment de se détacher de ça et d'être vraiment libre. Et moi, cette philosophie-là me parle beaucoup parce que je parle tout le temps de souveraineté personnelle. Tu m'entends parler tout le temps de oui, souveraineté, souveraineté. Et en fait, sa philosophie dit vraiment que tout homme et toute femme est une étoile. Voilà. Et que notre devoir, c'est de briller comme cet astre. De briller, de rayonner. Ça me parle. L'étoile, briller, rayonner, souveraineté, faire selon sa propre volonté, dans les limites de l'ordre divin. Comment veux-tu que ce tarot ne me plaise pas, en fait? Donc voilà, on a Anubis, là, sur cette carte, dans la carte de la Lune. Donc, j'ai oublié le nom de la déesse Scarabée. Il y a énormément de choses à dire sur cette carte. Apparemment, ce serait une carte autoportrait, la carte du soleil. Bien évidemment, Lady Frida Harris, les personnages, c'est pas son fort. Quoique j'ai trouvé une photo un dessin de Lady Frida Harris dessinant Aleister Crowley sur le lit de sa mort. Et donc voilà. Là, c'est la carte du jugement normalement, mais là, c'est devenu la carte de Léon, Éon, dans le jeu d'Aleister Crowley. Et il illustre vraiment dans cette carte l'avènement de l'enfant Horus. Il célèbre cette nouvelle ère là qui vient de commencer, dans lequel nous sommes, une ère de croissance personnelle et spirituelle et de liberté personnelle, où la volonté règne. Et voilà. Dans la carte classique, tu as la carte du jugement avec les anges, l'ange et les personnes qui sortent de terre, mais si tu veux, pour lui, ça fait partie de l'ordre de l'ère précédente. C'est trop long à expliquer. Je suis en train de préparer quelque chose qui va sortir l'année prochaine autour du tarot de Thoth, où j'explique tout ça. Mais si tu veux avoir... ça y est, je l'ai balancé. Je pouvais pas fermer ma bouche, hein. Si tu veux, si ça t'intéresse que je parle plus du tarot de Thoth, si tu as des suggestions autour du tarot de Thoth, tu me laisses un petit commentaire et je verrai ce que je peux faire. Là, voilà la fameuse carte du fou. Donc, la carte du fou représente l'élément air. Elle représente l'homme vert. Il y a énormément de symbolisme sur cette carte. C'est le zéro, c'est le rien, c'est le tout et le rien. C'est la monade. Donc, on a ce fou-là qui s'élance. Sur la carte du Rider-Waite, on a le fou sur la falaise qui va s'élancer. Là, il s'est élancé, quoi. D'ailleurs, le Rider-Waite qui a été créé par Arthur Edward Waite et Pamela Coleman Smith, qui est sorti en 1909. Et le tarot de Thoth, ce sont tous les deux des tarots issus du courant de la Golden Dawn, si tu veux. Sauf que dans le tarot du Rider-Waite a été conçu pour faire de la divination. Et Aleister Crowley voulait absolument pas que son jeu soit fait pour faire de la divination. Donc les couleurs sont énormes sur ce jeu-là. Il voulait pas que son jeu soit fait pour faire de la divination. Il n'aimait pas la divination, quoi qu'il ait pratiqué quelquefois, mais la divination, il ne le pratiquait pas avec le tarot. Pour lui, le tarot, c'était un tarot d'étude, c'était un objet d'étude ésotérique. Pour lui, la divination, il utilisait plutôt le I Ching pour la divination. Alors, j'ai sorti de mon grand Thoth la carte de la tour et je voulais comparer les couleurs. Ouais, elles sont similaires. Elles sont à peu près similaires.
vois, la carte, elle est beaucoup plus petite. J'en étais où? Je sais même plus. Oui, je parlais de la philosophie et la vision du nouvel éon d'Aleister Crowley. Et donc, le livre de la loi qui a été canalisé par sa femme va devenir les préceptes de sa religion Thelema. D'ailleurs, si tu vois la particularité du tarot de Thoth, c'est que, comme je t'ai dit, il y a les... alors là, sur les cartes de mineurs, là, on voit sur toutes les cartes, hein, il y a les planètes et les signes. Faut un peu les chercher parfois. C'est pas évident, mais en fait, il a donné une signification à chaque carte qui est hyper pertinente. Là, par exemple, le 2 de bâton, c'est le feu avec le feu. C'est Mars et Lion. Et la carte veut dire domination. Donc, c'est vraiment la carte la plus feu. Et en fait, les cartes, en fait, chaque arcane mineur, à part les personnages de la cour, représente 36 décans. 36 décans. Les décans, en fait, si tu veux, c'est des partitions de chaque signe du zodiaque. Chaque zodiaque, chaque signe astrologique, par exemple, moi je suis taureau, le taureau, tous les signes astrologiques d'ailleurs sont sur 30 degrés et ils divisent les 30 degrés par 3, donc 10 degrés représentent une carte. 10 degrés, c'est un décan. Un décan représente une carte. Donc voilà, on a tous les décans comme ça qui sont étalés donc à partir de l'as de bâton. L'as de bâton représente la période du printemps et de l'été. C'est ça. Et donc, on commence avec le 2 de bâton, qui est le premier jour du printemps, donc à partir du 21 mars. Et on va faire toute la roue astrologique comme ça. Donc, on commence avec le 2 de bâton, le premier jour du printemps. Ensuite, on a le 3 de bâton, le deuxième degré le printemps. Donc, on est dans le bélier, le 21 mars. C'est hyper intéressant. Donc, tu auras compris que non seulement le tarot de Thoth correspond à l'astrologie, et également le rider, hein, sauf que le rider, c'est pas forcément visible sur les cartes, et aussi à la Kabbale. La Kabbale, chaque carte, les deux, correspondent, enfin, chaque numéro de carte correspond à une séphirote de la Kabbale. Il y a 10 séphirotes, il y a 10 numéros. On va de 1 à 10, et chaque 2, en fait, représente la deuxième séphirote de l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, le 2, c'est Okma. Parce que 1, c'est Keter, et 1, c'est le magicien, les As. Donc, les As, c'est Okma, c'est Keter. Et les 10, c'est la dernière séphirote tout en bas de l'arbre de vie, c'est Malkout. Donc les 10, Malkout, et aussi ça correspond aux princesses. Et si tu veux, dans les arcanes majeures, toutes les arcanes majeures correspondent à un sentier de l'arbre de vie. C'est fascinant. Moi, le sujet du tarot de Thoth me passionne. Mais vraiment, j'adore c'est un plaisir en fait d'étudier ce jeu réellement. Hop, je vais faire comme ça parce que je mélange les pédaloches. Hop. Donc là, on est toujours dans les bâtons. Ensuite, je passe vite. Donc voilà, j'en étais où? Donc sa philosophie en fait de la téléma, de la volonté pure, elle transparaît dans son jeu en fait. Tout son jeu est basé sur sa philosophie, sur sa vision des choses. Donc en fait, on a un condensé de volonté pure dans ce jeu. C'est un jeu vraiment
comme je disais la dernière fois, d'expansion des consciences, si tu veux. C'est vraiment un jeu spirituel. Tu peux le lire sur plusieurs couches. Et en plus, ça fait un moment que je l'étudie, donc j'ai commencé à me l'approprier personnellement avec mes propres compréhensions et mes propres... C'est extraordinaire. Hop. Ah, il sent pas bon le jeu. Ça me stresse. À chaque fois que je tourne les cartes, ça sent l'alcool, l'alcool à imprimante là. Oh, quelle horreur. Je sais pas comment je vais faire pour dégager cette odeur. Je vais l'étaler sur le sol cette nuit. Et les couleurs, j'ai dit, correspondaient aux couleurs aux couleurs il fait une chaleur. Aux couleurs des correspondances de la Golden Dawn. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Il y a beaucoup de personnes qui n'étudient pas ce tarot parce qu'ils le trouvent diabolique, ils le trouvent maléfique, parce qu'Aleister Crowley est quelqu'un de diabolique et de maléfique. Aleister Crowley, si tu veux, c'est une personne qui était vachement controversée. Il a beaucoup joué avec sa réputation. Il a tout fait pour qu'on le déteste et à un moment donné, ça l'a rattrapé. Les tabloïds, vraiment, c'était la star du moment. Hein. Tu avais le Daily Telegraph, je sais pas, ou le London, je sais pas quoi. Je connais pas les noms des magazines de l'époque, mais en tout cas, il ne manquait pas à chacune des frasques d'Aleister Crowley, parce qu'il c'était pas une image, hein, il faisait des conneries. Hein. Il faisait beaucoup de conneries. Il allait à Paris, il a fait un rituel pendant, je sais pas combien de magie sexuelle avec un homme, je sais pas pendant combien de jours dans un hôtel, il a fait du raffut et tout. Forcément, ça a fait parler, forcément les tabloïds en ont parlé, ils l'ont décrit comme le diable en personne, etc. Quelque part, il a mérité sa réputation, mais il a un peu joué de cette réputation-là en alimentant en fait ces rumeurs. Et si tu veux, à un moment donné, ça l'a dépassé. Il a même voulu porter plainte contre une nana qui avait écrit un article. À un moment donné, il en a eu marre, un peu plus vieux. Il y a une nana qui a voulu écrire un article, qui a écrit un article pas très beau sur lui. Il a voulu porter plainte contre elle. Ça n'a pas fonctionné parce que il était tellement allé loin que, enfin, ça l'avait un peu dépassé tout ça. Je dis pas que c'est un ange, hein. Il a fait des trucs très mal, il s'est servi des gens, il était hyper individualiste. Il vivait vraiment, vraiment selon ses principes de volonté, de liberté personnelle. Et des fois, il a dépassé les limites qu'il s'était donné lui-même. Donc voilà, il a fait des choses horribles. À un moment donné, il est parti à Corfou, en Sicile, où il a ouvert l'abbaye de la Téléma. Et il y a plusieurs personnes qui vivaient là-bas et qui vivaient selon les principes de la Téléma. Donc, en fait, c'était vraiment comme une abbaye religieuse. Ils avaient des rituels, c'était bien ritualisé. Ils ont des jours saints, ils ont des jours, des jours, des jours de rituels, si tu veux. Et ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Il s'est fait virer par Mussolini, je crois, de l'Italie. Il y a une personne qui est décédée. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il faisait des rituels sataniques là-bas avec les personnes, il sacrifiait des animaux, qu'il sacrifiait des enfants. Je suis honnête hein, dans tout ce que je dis. Je dis pas que ce mec était un ange. J'ai lu 2 biographies d'Aleister Crowley, 2 biographies bien complètes, dont une qui a été écrite par Israël Regardie, qui était son secrétaire personnel pendant 10 ans. Ils ont décrit le personnage du mec, il a été hyper réaliste. Il a dit quand Aleister Crowley déconnait, il a dit quand Aleister Crowley était une personne bonne. C'était un peu comme, j'ai pas envie de dire Dr Jekyll et Mr Hyde, mais il avait des bons côtés quelque part.
il aimait le sexe, il aimait l'alcool. C'était un multitoxico. Euh, il a pris la drogue très jeune, en fait, quand il a rencontré Alan Bennett, qui était une personne qui l'a initié à la Golden Dawn. Bon, bref, sa biographie, elle est énorme. Il a eu une vie, il a eu 50 vies dans une vie, ce mec. Et donc, si tu veux, il, il testait les drogues pour atteindre des niveaux de conscience, pour réaliser des rituels. Donc, tu vois, il faisait des trucs, il pratiquait la magie sexuelle. Euh, Faut pas voir forcément la magie sexuelle comme des grandes orgies, machin. En fait, c'était une pratique magique qui permettait de manifester des choses par la force de l'énergie sexuelle. Voilà. Il y en a beaucoup qui pratiquent de la magie sexuelle sans le savoir. Il faut savoir que l'énergie sexuelle est une forte énergie créatrice, et comment tu l'utilises, en fait, soit tu t'épuises et tu jettes ta créativité à la poubelle, soit tu en fais quelque chose. Voilà, donc après, avec la Golden Dawn, avec la Téléma et avec l'ordre Templi Orientis qu'il a intégré, tout a été très ritualisé, c'est très protocolaire. Ils se déguisaient parfois, ils mettaient des robes de pharaon, des trucs de fin. Ça peut paraître très ridicule pour nous, mais pour eux c'était très sérieux, hein. Voilà. Donc il a intégré aussi l'Ordo Templi Orientis, et il a intégré en fait ces principes de Téléma dans cet ordre-là. C'est un ordre à la base allemand. Et grâce à Aleister Crowley, ils ont ouvert des ordres un peu partout en Europe. Il est devenu le grand maître de l'ordre en Grande-Bretagne. Donc Aleister Crowley a aussi beaucoup voyagé. Donc là, on est dans les couples. Il a aussi beaucoup voyagé. Il a rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'artistes. Faut pas oublier qu'il c'était un bourgeois, hein. Il a de thunes. Donc il n'avait pas beaucoup travaillé. Si à un moment donné, quand il était aux États-Unis, il avait plus trop de thunes aussi, il a travaillé, il a écrit pour des journaux locaux, où il a un peu, c'était pendant la période de la guerre, donc de la Première Guerre mondiale. Donc on dit qu'il a été un espion de la Grande-Bretagne, au service de la Grande-Bretagne. Il a écrit des articles où il documentait la guerre dans des journaux aux États-Unis. Donc c'était un poète, c'était un écrivain. Il a écrit beaucoup de bouquins. Il avait aussi un journal ésotérique qui s'appelait Equinox, qui sortait quand il pouvait, assez régulièrement quand même. Il parlait de sa pratique magique et tout. Donc voilà. Est-ce que c'était un homme diabolique? J'en sais rien. Est-ce que c'était un bon homme? Sûrement pas. Est-ce que c'était le diable en personne? Je ne pense pas, parce qu'il y a des personnes aussi horribles qui sont moins médiatisées, donc du coup on les connaît pas. Et donc il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce jeu-là à cause de, si tu veux, de la réputation sulfureuse d'Aleister Crowley. Le solvant là me donne mal à la gorge. Ouais, c'est une odeur de solvant. C'est horrible. Et donc, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais quand je touche le jeu et tout, je sens le côté magnifique et diabolique de Aleister Crowley. Moi, j'ai envie de te dire qu'ils ont fait un travail avec Lady Frida Harris, fabuleux. Moi, pour moi, c'est un jeu spirituel. Juste, il me montre les fréquences plutôt qu'il les baisse, ce jeu. Quand je l'ai dans la main, j'ai une multitude de talismans dans la main. Je ne suis pas du tout, comment dire, tout ce qui est divinité et tout, ça me passe au-dessus de la tête. Pour moi, c'est plutôt des archétypes à étudier. Ce sont pas des personnes entre guillemets à vénérer, auxquelles on doit se soumettre. Absolument pas. Je ne fais aucun culte de dévotion ni rien avec les divinités. Par contre, ce sont des archétypes forts dont on peut s'inspirer pour évoluer. Voilà.
Donc, et puis moi, j'adore étudier. Ça, c'est la carte bonus. Et la carte. J'adore étudier, donc vraiment, ce tarot-là m'a permis vraiment de, comment dire, de me plonger à fond dans la cabale et l'astrologie. Euh, comment te dire, c'est un tarot multidisciplinaire. Hum, je regarde si je t'ai dit tout ce que je voulais te dire. Ouais, c'est un tarot ésotérique, donc évidemment, il faut prendre son temps pour l'étudier parce qu'il y a une multitude de détails. Il faut prendre son temps pour l'étudier, il faut prendre son temps pour l'intégrer, il ne faut pas hésiter vraiment à, à passer énormément de temps avec, à faire des comparaisons aussi avec le Rider-Waite-Smith. Par exemple, c'est hyper intéressant de faire ça. Voilà. Ben écoute, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire. Ah oui, c'est ça que je reviens. Le livre de Thoth. C'est le guide, le guidebook du tarot de Thoth. Le livre qu'a écrit Aleister Crowley sur le tarot de Thoth. Donc c'est un gros bébé. À la première lecture, un peu indigeste. À la deuxième lecture, un peu moins. À la troisième, tu comprends un peu plus. Donc il faut être persévérant dans la lecture de ce livre. Il est précieux. Il est plein d'instructions et d'explications sur chacune de ces cartes. Il nous livre vraiment tout ce qu'il sait sur l'ésotérisme et sur la magie dans ce livre-là. Donc c'est un livre à avoir pour pouvoir comprendre le tarot de Thoth. De toute façon, c'est le seul élément en français que nous avons pour comprendre le tarot de Thoth. Donc voilà, faut pas hésiter à s'y plonger, à foutre son nez dedans, à le lire, à le relire, le relire, à faire des recherches personnelles aussi. Moi, j'en fais beaucoup. J'ai fait une vidéo où je parle de tous les livres que j'ai pour étudier le tarot de Thoth. J'en ai des nouveaux. Donc il y a aussi un truc qui est infaillible, c'est passer du temps avec son jeu et faire beaucoup de tirages, du coup. Faire beaucoup de tirages, et en faisant des tirages, on finit par... il sent meilleur, celui-là, il sent le grenier, je préfère. Euh, on finit par s'imprégner des cartes et on finit par comprendre, en fait. Aleister Crowley parle de l'éveil spirituel et de la volonté pure. Et il y a ça aussi, de faire confiance à son soi supérieur pour comprendre les cartes. Et la manière dont tu comprends les cartes, c'est juste, en fait. Parce que il y a ça aussi que je voulais parler. Aleister Crowley parle beaucoup de sa conscience, de son soi supérieur, de sa conscience supérieure. Il met vraiment un gros point sur sa conscience, sur la communication avec sa conscience supérieure, sa part divine. Donc c'est tout ça qui fait que vraiment c'est un tarot qui me colle à la peau. Voilà. Bon ben, si tu as aimé ma vidéo, j'ai enfin terminé. N'oublie pas de me lâcher un pouce, de me laisser un petit commentaire, de la partager, de la commenter, blablabla. Tu connais la chose. Et je suis à une personne d'atteindre les 500 abonnés. Merci beaucoup d'être là tous les jours depuis 3 ans, enfin tous les jours, une fois par semaine quand je peux, depuis 3 ans pour me soutenir dans mon projet, qui est un projet de vie, c'est un projet personnel aussi. Cette chaîne-là, je ne l'ai pas faite pour rien. Là où j'en suis aujourd'hui à te parler du Thoth, c'est pas pour rien. Tout a une raison et tout est juste. Je fais confiance à mon énergie pure, à ma conscience et à mon soi supérieur. Et je fais selon ma volonté. Voilà. Bon, bah, je te dis à bientôt. Bye bye. Bonne semaine, bonne journée, bon week-end. Je sais pas. Bisous.